La lumière dorée de la bougie vacillait entre nous, projetant des ombres dansantes sur le visage de Mathieu alors qu'il inclinait son verre de Bordeaux, observant le vin glisser le long des parois de cristal. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui me faisait oublier comment respirer. Nous étions assis si près l'un de l'autre à la petite table de mon atelier que je pouvais sentir la chaleur émanant de sa peau, l'arôme boisé de son parfum mêlé au bouquet complexe du vin. « Antoine » murmura-t-il d'une voix rauque, empreinte d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. « As-tu déjà eu l'impression d'être au bord d'un précipice, sachant qu'un faux pas pourrait tout changer à jamais ?» Ma gorge se serra. Ces mots faisaient écho à ce que je ressentais chaque fois qu'il s'approchait ainsi, chaque fois que nos doigts se frôlèrent par accident en passant le verre, chaque fois qu'il me regardait avec cette intensité qui faisait battre mon cœur à tout rompre. « Oui » murmurai-je, ma voix trahissant plus d'émotion que je ne l'avais voulu. « Je le ressens maintenant. » Le silence s'étira entre nous, lourd et chargé de possibilités non dites. Mathieu posa son verre sur la table sans détourner son regard du mien, et pendant un instant qui sembla éternel, le monde se réduisit à nous deux, à la lumière dorée de la bougie, au son de nos respirations entrelacées dans l'air épais de Lyon. Puis, comme s'il sortait d'une transe, il recula légèrement, passant une main nerveuse dans ses cheveux dorés. Mais ses yeux conservaient cette lueur dangereuse qui me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur lui, sur nous. Salut tout le monde. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire et d'activer la cloche des notifications. Laissez aussi un commentaire pour me dire de quelle ville vous regardez cette vidéo, j'adore savoir d'où vous venez. Et quand vous aurez fini de suivre toute l'histoire, laissez une note de 0 à 10 dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez préféré, c'est très important pour moi. Jamais je n'aurais pensé en arriver à remettre en question 10 ans d'amitié, mais j'étais là, Antoine Dubois, complètement perdu dans les yeux de mon meilleur ami, désirant désespérément franchir une ligne qui pourrait détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Ma vie à Lyon avait toujours été prévisible. Je me réveillais chaque matin dans mon petit appartement à la Croix-Rousse, préparais un café trop fort et marchais jusqu'à mon atelier improvisé au 2e étage d'un immeuble centenaire avec vue sur les collines brumeuses. En tant qu'illustrateur freelance, mes journées se partageaient entre des projets commerciaux qui payaient les factures et des dessins personnels qui nourrissaient mon âme. C'est au cours de l'un de ces dessins que tout a changé. J'esquissais des passants au Café des Fédérations, lorsque je l'ai vu pour la première fois. Mathieu Laurent, 28 ans à l'époque, riant à une plaisanterie de son ami, ses cheveux dorés captant la lumière de l'après-midi comme s'ils étaient faits d'or liquide. Il y avait quelque chose de magnétique en lui, une énergie qui m'attirait, comme un aimant. Je n'ai pas eu le courage de l'aborder ce jour-là, mais le destin, ou peut-être Lyon est-elle trop petite, nous a remis sur le même chemin une semaine plus tard. Il était devant la vitrine d'une galerie d'art dans la rue du Bœuf, observant intensément une peinture abstraite qui me rappelait les eaux tumultueuses du Rhône pendant une tempête. « Intéressant, non » ai-je commenté, m'approchant avec un cœur battant comme un tambour de guerre. Il s'est retourné, et lorsque nos regards se sont croisés, j'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté une seconde. Ses yeux bleus étaient encore plus impressionnants de près, avec de petites taches dorées qui semblaient capturer et réfléchir toute la lumière autour. « Très », répondit-il avec un sourire qui m'a désarmé complètement. « Mais honnêtement, je n'y connais rien en art. J'aime juste ce que je vois. Parfois, c'est comme ça que ça doit être, » ai-je répondu, essayant de sembler décontracté alors que mon pouce accélérait. L'art n'a pas besoin d'être compris, juste ressenti. Nous avons passé 2 heures à déambuler dans les rues pavées du vieux Lyon, discutant de tout et de rien. J'ai découvert qu'il était sommelier, passionné par les vins et l'histoire que chaque bouteille racontait. J'ai parlé d'illustration, de la manière dont chaque trait était une tentative de capturer un moment, une émotion, une vérité. À la fin de cet après-midi, alors que nous nous disions au revoir près de la cathédrale Saint-Jean, il m'a tendu sa carte de visite. « Si un jour tu veux en apprendre plus sur les vins, » dit-il avec un sourire qui m'a fait rougir, « j'ai une collection respectable chez moi. » « Et si tu veux en apprendre plus sur l'art, » ai-je répondu, essayant de paraître confiant. Mon atelier a toujours du café chaud et une vue intéressante. C'est ainsi qu'est née notre amitié. Mathieu est devenu une présence constante dans ma vie, apparaissant à l'atelier avec des bouteilles de vin soigneusement sélectionnées pour éduquer mon palais barbare, comme il plaisantait. Je lui rendais l'appareil en l'emmenant à des expositions, lui apprenant à voir au-delà de la surface des œuvres, à trouver les couches de sens que les artistes cachaient dans leur création. Petit à petit, nos différences se sont parfaitement complétées.
Il était extraverti là où j'étais réservé, aventureux, là où j'étais contemplatif, traditionnel, là où j'étais bohème. Mais il y avait une connexion entre nous qui transcendait ces différences. Une synergie qui me faisait me sentir complet d'une manière que je n'avais jamais connue. Pendant 3 ans, notre amitié a fleuri comme les vignes au printemps. Nous explorions Lyon ensemble, des marchés animés de la Croix-Rousse aux restaurants cachés du Vieux-Lyon, des berges silencieuses de la Saône aux événements culturels du quartier moderne de Confluence. Il m'a initié au monde des vins avec la passion d'un professeur amoureux, tandis que je le guidais à travers l'univers de l'art avec le dévouement de quelqu'un qui avait trouvé son élève préféré. Mais il y avait des moments, brefs, fugaces, mais indéniables, où quelque chose de plus flottait entre nous, un contact qui durait 1 seconde de trop, lorsque nous passions les verres de vin, un regard qui s'attardait au-delà du confortable, quand j'expliquais une technique de dessin, la façon dont il prononçait mon nom, comme s'il savourait chaque syllabe. Je me disais que c'était juste le fruit de mon imagination trop vive, des créations d'un cœur trop habitué à la solitude. Mathieu était hétérosexuel, c'était évident. Il parlait des femmes avec l'intérêt sincère de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait. Et moi, eh bien, je projetais mes propres sentiments confus sur une amitié trop précieuse pour être risquée. Tout a changé un après-midi d'automne, lorsque Mathieu est arrivé à mon atelier avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de nervosité et d'excitation qui faisait briller ses yeux différemment. « Antoine », dit-il, posant une bouteille de champagne d'homme Pérignon sur la table avec plus de soin qu'il n'en aurait mis pour un nouveau-né, « j'ai quelque chose à te dire. » Mon estomac se noua. À la solennité de sa voix, j'étais sûr qu'il allait me dire qu'il avait rencontré quelqu'un de spécial, que nos soirées de dégustation et nos conversations jusqu'au bout de la nuit prendraient fin parce qu'une femme avait enfin capturé son cœur complètement. « Je vais me marier », annonça-t-il, et le monde autour de moi sembla perdre ses couleurs un instant. « Avec qui ?» ai-je réussi à demander, forçant un sourire qui me faisait physiquement mal à maintenir. « Céleste », répondit-il, et sa voix se remplit d'une tendresse qui me coupa comme une lame affûtée. « Tu ne l'as pas encore rencontrée, mais elle est incroyable, Antoine. C'est tout ce que j'ai toujours cherché. » J'ai passé les 2 heures suivantes à écouter Mathieu parler de Céleste Moreau, une violoniste de l'Orchestre national de Lyon, qu'il avait rencontrée lors d'un événement à l'opéra. Elle était belle, talentueuse, sophistiquée, tout ce que je ne pourrais jamais être pour lui. J'ai bu le champagne qu'il avait apporté pour célébrer, souriant et faisant les commentaires appropriés, tandis que quelque chose dans ma poitrine se brisait silencieusement. Cette nuit-là, après le départ de Mathieu pour rejoindre sa fiancée, je suis resté seul dans l'atelier avec les fantômes de nos rires et de nos conversations. C'est alors que j'ai admis la vérité que j'avais évitée pendant 3 ans. J'étais amoureux de mon meilleur ami. Le mariage a eu lieu le printemps suivant, lors d'une cérémonie intime au château de Bagnols, entouré des vignes que Mathieu aimait tant. J'étais le témoin, bien sûr. Qui d'autre l'aurait été? J'ai souri sur les photos, fait un discours émouvant sur l'amitié et l'amour véritable, et dansé avec la sœur de la mariée tout en regardant l'homme que j'aimais faire tourner sa femme sur la piste de danse avec une joie qui rayonnait de lui comme la lumière du soleil. Pendant 2 ans, j'ai appris à vivre avec cette réalité. Mathieu était marié, heureux, et notre amitié a continué. Mais elle a inévitablement changé. Nos soirées de dégustation sont devenues moins fréquentes, nos promenades dans les rues de Lyon ont été remplacées par des dîners à 4, où je jouais le rôle de l'ami célibataire et amusant, pendant que Céleste m'observait avec un sourire poli, qui n'atteignait jamais ses yeux bruns. Je me suis convaincu que j'avais surmonté mes sentiments, que j'avais trouvé un moyen d'aimer Mathieu de loin sans laisser cela consumer ma paix. Jusqu'à cette nuit d'été, il y a 6 mois, lorsqu'il est apparu à ma porte à 11 heures du soir, les yeux rouges et une odeur de whisky dans son souffle. « Je peux entrer ?» demanda-t-il d'une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Vulnérable, brisée, totalement différente du Mathieu confiant que je connaissais. J'ai ouvert la porte sans hésiter, et il a pratiquement trébuché à l'intérieur de mon appartement. Ses cheveux dorés étaient en désordre, sa chemise de travail à moitié déboutonnée, et il y avait une tristesse profonde dans ses yeux bleus qui m'a fait oublier complètement mes propres sentiments confus. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, le guidant vers le canapé usé que j'avais hérité de ma grand-mère. Il s'est effondré lourdement, enfouissant son visage dans ses mains. Céleste et moi, on a eu une dispute terrible. Elle a dit des choses. Sa voix se brisa. Des choses que je n'arrive pas à sortir de ma tête. Je suis allé chercher un verre d'eau et 2 comprimés contre le mal de tête, essayant de digérer l'image de mon meilleur ami.
toujours si posé, si maître de lui, complètement brisé sur mon canapé. « Tu veux en parler ?» ai-je demandé, m'asseyant à ses côtés, gardant une distance respectueuse même si chaque fibre de mon être voulait le consoler. Il a bu l'eau à petites gorgées, comme s'il essayait de gagner du temps. Elle a dit que notre mariage est une farce, murmura-t-il finalement, que je ne suis jamais vraiment présent quand nous sommes ensemble, que c'est comme si je pensais toujours à autre chose, ou à quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Et c'était le cas? Mathieu m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, confuse, effrayée, mais aussi pleine d'espoir. Je ne sais pas, Antoine. Honnêtement, je ne sais plus rien. Il a passé la nuit sur mon canapé. Le lendemain matin, je l'ai trouvé dans la cuisine préparant du café comme s'il était chez lui, utilisant ma cafetière italienne comme s'il l'avait fait 1000 fois. Ses cheveux étaient encore ébouriffés par le sommeil, et il portait un de mes t-shirts qu'il avait emprunté. Il était trop petit pour son corps plus large, soulignant les muscles définis par des années d'escalade. « Merci », dit-il en me voyant, et il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il me regardait, de m'avoir laissé rester, de ne pas poser trop de questions. « Toujours », ai-je répondu, et le mot est sorti chargé de plus de sens que je ne l'avais voulu. Nous l'avons tous les deux ressenti. L'air entre nous est devenu dense, chargé de possibilités que aucun de nous n'osait nommer. Mathieu a posé sa tasse de café sur le comptoir et a fait un pas vers moi, ses yeux bleus cherchant quelque chose sur mon visage. « Antoine », commença-t-il, mais son téléphone a sonné, brisant l'instant comme du verre contre une pierre. C'était Céleste. Il a répondu et est sorti sur le balcon parlant à voix basse pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait retrouvé un peu de sa contenance habituelle, mais il y avait encore quelque chose de fragile dans ses mouvements. « Je rentre à la maison pour essayer de régler les choses », annonça-t-il, évitant mon regard. Elle veut qu'on essaie une thérapie de couple. J'ai hoché la tête, forçant un autre sourire qui devenait ma spécialité. C'est une bonne idée. Vous vous aimez tous les deux. Il s'est arrêté à la porte, la main sur le chambranle, et s'est retourné pour me regarder une dernière fois. Oui, dit-il, mais sa voix manquait de la conviction qu'exigeaient ces mots. Nous nous aimons. Après son départ, je suis resté seul avec l'odeur de son parfum encore imprégnée dans mon t-shirt emprunté et une sensation croissante que quelque chose de fondamental avait changé entre nous cette nuit-là. Les mois suivants furent une véritable montagne russe émotionnelle. Mathieu et Céleste ont effectivement commencé une thérapie de couple, et pendant quelques semaines, notre amitié est revenue à son ancien rythme. Des rencontres régulières dans mon atelier, des dégustations de vin, des discussions sur l'art et la vie. Mais il y avait une tension sous-jacente qui n'existait pas auparavant, une conscience mutuelle qui rendait chaque contact accidentel chargé d'électricité. Il a cessé de parler de Céleste avec la même passion qu'auparavant. Quand elle apparaissait dans la conversation, c'était toujours de manière pratique. Céleste a un concert jeudi. Céleste veut que je rencontre mieux ses parents. Je n'entendais plus cette tendresse particulière dans sa voix lorsqu'il prononçait son nom. Et moi, je me surprenais à l'observer avec une attention nouvelle et dangereuse. La façon dont ses doigts longs tenaient le verre de vin, le faisant tournoyer lentement pendant qu'il parlait des notes de goût. La manière dont ses yeux s'illuminaient quand nous discutions d'une technique artistique que j'essayais de lui enseigner. La façon dont il riait, un rire riche et sincère qui résonnait dans l'atelier et faisait bondir mon cœur. C'est lors d'un de ces après-midi que j'ai commis ma première véritable erreur. Nous dégustions un Châteauneuf du Pape qu'il avait rapporté d'un voyage à Avignon, assis par terre dans l'atelier avec des coussins éparpillés autour de nous, lorsqu'il mentionna nonchalamment que Céleste avait suggéré qu'il déménage dans un appartement plus grand. « Elle pense que j'ai besoin d'un espace pour ma collection de vins », expliqua-t-il, faisant tournoyer le liquide rubis dans son verre, un endroit où je pourrais recevoir d'autres sommeliers, organiser des dégustations professionnelles. Ça a du sens, ai-je répondu, essayant d'ignorer la pointe de jalousie que je ressentais à l'idée d'autres hommes partageant avec lui la passion que je pensais spéciale entre nous. Mais j'aime faire des dégustations ici, continua-t-il, regardant autour de mon atelier désordonné avec une expression nostalgique. Il y a quelque chose dans cet endroit, c'est différent, plus intime. Le mot intime resta suspendu dans l'air entre nous comme une promesse dangereuse. Nos regards se croisèrent, et cette fois, aucun de nous ne détourna les yeux. Je pouvais voir quelque chose se transformer dans son expression, une curiosité naissante qui faisait accélérer mon pouls. « Pourquoi est-ce différent ici ?» demandai-je, ma voix sortant plus rauque que prévu. Il posa son verre de côté et se pencha légèrement vers moi. Nous étions assez près pour que je puisse voir les petites taches dorées dans ses yeux bleus,
sentir la chaleur émanant de sa peau. Parce qu'ici, je peux être moi-même, répondit-il dans un murmure, sans prétendre être le mari parfait, le professionnel accompli, l'homme que tout le monde attend que je sois. Ici, je suis juste Mathieu. Et qui est ce Mathieu? Demandai-je, hypnotisé par l'intensité de son regard. Il ne répondit pas avec des mots. Au lieu de cela, il leva la main et toucha mon visage avec une douceur qui me fit frissonner. Ses doigts tracèrent la ligne de ma mâchoire avec une délicatesse révérentielle, comme si j'étais une œuvre d'art fragile qui pourrait se briser sous trop de pression. « Je ne sais pas », murmura-t-il, ses yeux fixés sur mes lèvres, « mais je crois que je suis en train de le découvrir. » Nous nous sommes rapprochés lentement, comme deux étoiles attirées par une gravité mutuelle. Je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau, l'arôme boisé de son parfum mêlé au bouquet du vin. Mes yeux se fermèrent, tout mon corps se préparant pour le moment dont j'avais rêvé si longtemps. Le bruit d'une clé dans la serrure de la porte principale de l'immeuble résonna dans le couloir, suivi des pas familiers montant l'escalier. Nous nous sommes séparés instantanément, comme des adolescents pris en flagrant délit. C'était Madame Rousseau, ma voisine âgée, rentrant de ses courses. Mathieu passa une main nerveuse dans ses cheveux, le moment magique brisé de manière irréparable. Je devrais y aller, dit-il, se levant brusquement et commençant à ranger les bouteilles avec des gestes maladroits. Mathieu, attends, ai-je tenté, mais il se dirigeait déjà vers la porte. Céleste doit m'attendre pour le dîner, dit-il sans me regarder, sa voix sonnant étrangement formelle. Merci pour le vin. Il est parti, me laissant seul avec le goût fantôme d'un baiser qui n'avait presque eu lieu et la certitude dévastatrice que je venais de perdre mon meilleur ami pour toujours. Pendant 2 semaines, je n'ai eu aucune nouvelle de lui. J'ai envoyé quelques messages décontractés, des photos d'exposition que je pensais qu'il aimerait, un article sur un nouveau restaurant à Presqu'île. Mais ses réponses étaient polies et distantes. Rien de l'intimité chaleureuse qui caractérisait toujours notre communication. Finalement, je n'ai plus tenu. Je me suis présenté au restaurant où il travaillait un jeudi soir, sachant que c'était l'une des soirées les plus chargées de la semaine. Le maître d'hôtel m'a reconnu et m'a conduit à une petite table dans un coin, d'où je pouvais observer Mathieu travailler. Il était dans son élément, se déplaçant dans la salle avec la grâce naturelle de quelqu'un né pour ce rôle. Il conseillait les clients sur les accords mets-vins, dégustait les vins avec la concentration d'un artiste, souriait avec ce charme français qui faisait soupirer les femmes et se sentir spécial les hommes par son attention. Mais je connaissais Mathieu assez bien pour repérer les signes de tension, la manière légèrement forcée dont il souriait, la façon dont ses épaules restaient raides même en apparence détendues, le fait que ses yeux n'avaient pas cette lueur sincère que j'aimais tant. Quand il m'a enfin vu, il s'est figé un instant, la bouteille de Sancerre qu'il tenait manquant de lui glisser des mains. Nos regards se sont croisés à travers la salle animée, et à cet instant, toute la tension et le désir non résolu entre nous ont ressurgi. Il a fini de servir sa table actuelle et s'est approché de la mienne avec des pas hésitants, comme s'il marchait vers son propre destin. « Antoine », dit-il mon nom comme une prière, « qu'est-ce que tu fais ici? Tu me manques. » Ai-je répondu avec une honnêteté qui le fit reculer légèrement. « On ne peut pas faire ça », murmura-t-il, regardant nerveusement autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je ne peux pas faire ça. »« Faire quoi exactement ?» ai-je demandé, le forçant à nommer ce qu'il y avait entre nous. Il s'est assis sur la chaise en face, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il les croisait sur la table. « Tu sais quoi? Non, je ne sais pas, en fait. » Ai-je menti? Nous sommes amis, Mathieu, les meilleurs amis depuis des années. Je ne comprends pas pourquoi ça doit changer. Mais je savais que ça avait changé. Nous le savions tous les deux. Ce qui s'était passé dans mon atelier avait brisé une barrière invisible entre nous. Et maintenant, il était impossible de prétendre que cette tension sexuelle et émotionnelle n'existait pas. « Il faut que je te dise quelque chose, » dit-il enfin, sa voix si basse que je dus me pencher pour l'entendre, à propos de Céleste et moi. Mon cœur s'arrêta un instant. La manière dont il prononça son nom, chargé d'une tristesse qui semblait venir du fond de l'âme, me dit que ce qu'il allait révéler changerait tout. « Nous n'avons pas fait l'amour depuis 6 mois, » murmura-t-il, les mots sortant comme une confession douloureuse. « Depuis cette dispute dont je t'ai parlé, et même avant ça, Antoine, même quand nous le faisions, Il s'arrêta, luttant visiblement avec les mots, avec l'aveu qu'il était sur le point de faire. « Tu quoi ?» ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. Je pensais à toi. Les mots jaillirent dans un murmure urgent, comme s'il devait les dire avant de perdre courage.
Pendant nos moments les plus intimes, c'était ton visage que je voyais, tes mains que j'imaginais me toucher. Et ça me terrifie, Antoine, parce que je ne sais plus qui je suis. Le restaurant autour de nous devint un flou de lumière et de bruit. Tout ce que je voyais, c'était ses yeux bleus pleins de confusion et de désir. Tout ce que j'entendais, c'était la confession dont j'avais rêvé pendant des années, mais qui maintenant me hantait par ses implications. « Mathieu », commençai-je, mais il secoua la tête. « Non, laisse-moi finir. Il faut que je dise ça avant de perdre courage. » Il prit une profonde inspiration, ses mains encore tremblantes. « Cette nuit-là dans ton appartement, quand j'ai failli t'embrasser, c'était la première fois depuis des mois que je me sentais vraiment vivant. La première fois que j'ai désiré quelqu'un avec chaque fibre de mon être, et ça m'a tellement terrifié que j'ai fui. « Et maintenant ?» ai-je demandé, ma propre voix tremblante face à l'ampleur de ce qu'il révélait. « Maintenant, je ne pense plus qu'à ça. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas prétendre être heureux dans mon mariage quand tout ce que je veux, c'est être avec toi. » Un des autres serveurs s'approcha de notre table, remarquant que Mathieu était là depuis trop longtemps. « Monsieur Laurent, le chef demande des précisions sur l'accord pour la table 6. » Mathieu se leva immédiatement, son masque professionnel reprenant sa place comme un acteur entrant en scène. « Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. » Il se tourna vers moi une dernière fois. « Retrouve-moi demain soir au parc de la Tête d'Or, près du lac. À 8 heures. Il y a des choses que je dois te montrer. Des choses sur moi que je n'ai jamais montrées à personne. » Le lendemain passa dans une agonie d'anticipation et de peur. Que voulait me montrer Mathieu? Comment sa confession changerait-elle notre dynamique à jamais? Et plus effrayant encore, qu'adviendrait-il de Céleste, de son mariage, de toute la vie soigneusement construite qu'il semblait prêt à démanteler? J'arrivais au parc 15 minutes en avance, mes nerfs à vif. L'automne avait enveloppé Lyon, peignant les feuilles en doré et rouge, créant un tapis croustillant sous mes pieds, tandis que je marchais vers le lac. L'air était frais, chargé de l'odeur des feuilles mortes et de la promesse de la pluie. Mathieu était déjà là quand je suis arrivé, assis sur un banc face à l'eau, un petit sac à dos en cuir à ses côtés. Il portait un pull en laine gris qui mettait en valeur ses yeux, et ses cheveux dorés étaient ébouriffés par le vent. Il y avait quelque chose de différent en lui, une vulnérabilité que je n'avais jamais vue, comme s'il avait laissé toutes ses défenses à la maison. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, » dit-il lorsque je m'assis à ses côtés, gardant une distance respectueuse entre nous. « Je viens toujours quand tu m'appelles, » répondis-je, et la vérité dans ses mots flotta entre nous comme une confession à part entière. Il ouvrit son sac à dos et en sortit un carnet à la couverture de cuir, usé par l'usage. « Tu te souviens quand tu m'as demandé qui était le vrai Mathieu? Eh bien, peut-être que ceci répondra à ta question. » Il me tendit le carnet avec des mains tremblantes. Quand je l'ouvris, ma respiration se coupa. Page après page de poésie. Pas la poésie classique française qu'on étudiait à l'école, mais des vers crus, honnêtes, douloureux. Des poèmes sur la solitude, sur le sentiment d'être emprisonné dans une vie qui semblait parfaite de l'extérieur mais vide à l'intérieur. Et, en tournant les pages, des poèmes sur moi. L'un d'eux en particulier m'arrêta complètement. Tes doigts tracent des lignes que mon âme voudrait suivre. Chaque dessin que tu fais est une carte vers un monde où je peux être qui je suis vraiment, au lieu de celui que tout le monde attend que je sois. Dans les après-midi dorés de ton atelier, je trouve des morceaux de moi-même que je ne savais même pas avoir perdus. Tu écris, murmurai-je encore sous le choc. Tu écris sur moi. Depuis 5 ans, admit-il, sa voix presque inaudible, peu après notre rencontre. Au début, je me suis convaincu que c'était juste sur notre amitié. Ensuite, eh bien, je ne pouvais plus me mentir. Je continuais à feuilleter. Il y avait des poèmes sur nos dégustations de vin, sur la manière dont je gesticulais en expliquant une technique artistique, sur la façon dont mon rire le faisait se sentir chez lui d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Pourquoi me montres-tu ça maintenant ?» demandai-je, refermant le carnet avec soin. « Parce que je ne peux plus vivre dans le mensonge, » dit-il simplement. « Ni à moi-même, ni à Céleste, ni à toi. J'aime ma femme, Antoine, mais pas comme je le devrais. Et je t'aime d'une manière qui me terrifie, mais qui est plus réelle que tout ce que j'ai jamais ressenti. » Nous nous sommes regardés à travers la petite mais monumentale distance qui nous séparait sur le banc. Le lac réfléchissait les lumières du crépuscule, créant une atmosphère presque magique autour de nous. Des canards glissaient silencieusement à la surface de l'eau, indifférents au drame humain qui se déroulait sur la rive. « Qu'est-ce que ça signifie ?» ai-je demandé. « Pour ton mariage, pour nous ? Ça signifie que je dois être honnête avec Céleste, » répondit-il. « Elle mérite de savoir la vérité. Elle mérite une chance de trouver quelqu'un qui l'aime pleinement, sans réserve. Et nous ?» Il se pencha vers moi.
ses yeux bleus intenses dans la lumière dorée du coucher de soleil. Je veux découvrir qui nous sommes ensemble. Je veux t'embrasser comme j'y pense chaque soir avant de m'endormir. Je veux me réveiller à tes côtés et prendre le petit déjeuner pendant que tu me parles de tes rêves. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Mathieu. Mais d'abord, continua-t-il, je dois mettre fin aux choses correctement. Je ne peux pas commencer quelque chose de réel avec toi en me basant sur un mensonge envers quelqu'un d'autre. Je restais silencieux un long moment, absorbant le poids de ses mots. Il était prêt à quitter son mariage pour moi, à affronter tout le tumulte social et émotionnel que cela entraînerait. C'était tout ce que j'avais toujours désiré, mais c'était aussi terrifiant par son ampleur. « Combien de temps te faudra-t-il » demandai-je enfin. « Quelques semaines, peut-être un mois » répondit-il. « Je veux faire ça bien. Céleste et moi devons parler, peut-être chercher une médiation pour le divorce. Elle a de la famille à Marseille. Elle pourrait y rester pendant que nous organisons notre séparation. » Il tendit la main et pour la première fois de notre amitié, entrelace ses doigts avec les miens de manière délibérée et intime. Sa peau était chaude et légèrement rugueuse à cause du travail avec les bouteilles de vin, et la sensation envoya des vagues de chaleur dans mon bras. « Peux-tu attendre » demanda-t-il, une vulnérabilité pure dans sa voix. « J'ai attendu 5 ans sans même savoir s'il y avait de l'espoir, » répondis-je, serrant sa main. « Je peux attendre quelques semaines de plus en sachant qu'il y en a. » Il sourit alors, le premier sourire sincère et complet que j'avais vu depuis des mois. « Je t'aime, Antoine. Je ne l'ai pas encore dit clairement, mais je t'aime. Pas de la même manière que j'aime Céleste. C'est de l'affection, de l'histoire, de l'habitude. Je t'aime comme si tu faisais partie de moi, comme si j'étais né en te cherchant déjà. » Des larmes piquèrent mes yeux. Après des années à me convaincre que j'étais condamné à aimer quelqu'un qui ne pourrait jamais m'aimer en retour, entendre ces mots était presque irréel. « Je t'aime aussi, » murmurai-je. « Je t'ai toujours aimé. » Nous nous sommes embrassés alors, là, sur le banc près du lac, avec les canards comme seuls témoins, et le soleil se couchant sur Lyon en toile de fond. Ce fut doux au début, hésitant, comme si nous testions si c'était réel. Puis cela s'est approfondi, des années de désirs réprimés se déversant dans un baiser qui avait le goût du vin, des promesses et du début de quelque chose qui pourrait nous sauver ou nous détruire complètement. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux brillaient de larmes non versées. « Maintenant, je dois rentrer chez moi, » dit-il, et commencer à défaire une vie pour pouvoir en construire une autre. Nous nous sommes levés ensemble, et pendant un instant, nous sommes restés là, les mains encore entrelacées, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer entre nous. « Mathieu » l'ai-je appelé alors qu'il commençait à s'éloigner. Il se retourna. « Ne change pas d'avis, s'il te plaît. Ne me laisse pas ici avec cet espoir pour ensuite décider que c'est trop risqué. » Il revint, me prit dans ses bras, et m'embrassa à nouveau, cette fois avec une intensité qui ne laissait aucun doute. « Jamais, » murmura-t-il contre mes lèvres. « Tu es ma certitude, Antoine. La seule chose dont je suis absolument sûr. » Mais en le regardant s'éloigner à travers le parc, une partie de moi ne pouvait chasser le sentiment que notre bonheur nouvellement découvert était sur le point d'être mis à l'épreuve de manière que nous ne pouvions encore imaginer. Lyon était une ville petite, où les secrets ne restaient pas secrets longtemps, et Céleste Laurent n'était pas le genre de femme à disparaître silencieusement de la vie de son mari. 3 jours plus tard, j'ai découvert à quel point mon intuition était juste. J'étais dans mon atelier, travaillant sur une illustration pour un client, lorsque j'ai entendu des pas déterminés montant les escaliers. Des pas que j'ai reconnus immédiatement, bien que je ne les avais jamais entendus aussi furieux. La porte s'ouvrit sans un coup, et Céleste Laurent entra comme une tempête élégante. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ses yeux bruns qui me fit déglutir. « Alors, c'est toi la raison », dit-elle, fermant la porte derrière elle avec une force contrôlée. « La raison pour laquelle mon mari ne peut plus me toucher sans fermer les yeux. La raison pour laquelle il murmure un autre nom dans son sommeil. » Je posai mon pinceau lentement, essayant de rester calme face à sa fureur. « Céleste, je... » « Non, » interrompit-elle, levant une main parfaitement manucurée. « Je ne veux pas de tes excuses pathétiques. Je veux que tu comprennes une chose très clairement. Mathieu est mon mari. Nous avons une vie ensemble, des projets, une hypothèque, des familles qui nous aiment en tant que couple. Tu n'es qu'une fantaisie, une phase. Ce n'est pas comme ça, commençai-je. Mais elle continua comme si je n'avais rien dit. Il réalisera qu'il fait une terrible erreur, qu'il jette une vie réelle pour une obsession malsaine. Et quand cela arrivera, quand il reviendra vers moi en implorant le pardon, je serai là. Parce que c'est ce que font les vraies épouses, elles pardonnent. Sa certitude était à la fois impressionnante et effrayante.
Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui suggérait qu'elle n'attendait pas simplement que Mathieu change d'avis. Elle prévoyait de s'assurer que cela arrive. « Que veux-tu de moi » demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. « Je veux que tu disparaisses », répondit-elle simplement. « Sors de la vie de mon mari. Quitte Lyon, accepte des contrats dans d'autres villes, trouve tes propres romances tordues ailleurs. Fais ce qu'il faut, mais arrête de détruire mon mariage. Et si je ne le fais pas ?» Un sourire froid traversa ses lèvres parfaitement maquillées. « Alors je passerai quelques coups de fil intéressants aux parents conservateurs de Mathieu qui ignorent encore les inclinations nouvellement découvertes de leur fils, aux propriétaires du restaurant où ils travaillent, qui pourraient ne pas apprécier d'apprendre que leur sommelier principal a une liaison extra-conjugale, à certains clients influents qui pourraient reconsidérer leurs affaires avec un établissement associé à un scandale. » Le sang se glaça dans mes veines. Elle ne menaçait pas seulement de me détruire, elle menaçait de détruire Mathieu aussi. « Tu ferais ça à ton propre mari ? Je ferais n'importe quoi pour le sauver de lui-même, » répondit-elle avec une conviction effrayante. « Et pour sauver notre mariage de toi. » Après que Céleste eut quitté mon atelier, ses menaces résonnant dans l'air comme du poison, je restai paralysé pendant des heures. Ces mots avaient planté des graines de doute qui poussaient comme des mauvaises herbes dans mon esprit. Et si elle avait raison ? Et si je n'étais qu'une obsession passagère, une crise de la quarantaine déguisée en amour véritable? Pire encore, et si mes actions détruisaient non seulement ma propre vie, mais aussi la carrière de Mathieu, sa relation avec sa famille, tout ce qu'il avait construit au fil des années? J'ai passé 3 jours sans répondre à ses messages, chaque texto ignoré étant comme un coup de poignard dans mon propre cœur. Il était confus, inquiet, envoyant des messages de plus en plus désespérés pour demander ce qui s'était passé, pourquoi j'avais disparu après notre moment parfait au parc. Le 4e soir, il est apparu à ma porte. Ses yeux bleus étaient rouges de fatigue et d'inquiétude, ses cheveux dorés plus en désordre que jamais. Il portait la même chemise de travail qu'il avait mise pour le restaurant, mais elle était froissée, comme s'il avait passé la journée à se tordre d'anxiété. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il dès que j'ouvris la porte. « Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ? Je pensais qu'on avait tout réglé. »« Céleste est venue me voir, » dis-je directement, sans détour. Il n'y avait aucun sens à mentir ou à retarder l'inévitable. Toute couleur quitta son visage. « Qu'est-ce qu'elle a dit ? » ?»« Que tu réaliseras que tu fais une erreur, qu'elle sera là quand ça arrivera. » Je fis une pause, ravalant la boule dans ma gorge. « Et qu'elle détruira ta carrière si ça ne s'arrête pas. » Mathieu entra dans l'appartement, fermant la porte derrière lui avec force. « Elle ne peut pas faire ça. »« Si, elle peut. Et tu le sais. » Je marchais jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de Lyon éparpillées comme des étoiles tombées. « Elle a mentionné tes parents, ton travail, des clients influents. Céleste n'est pas une femme qui fait des menaces en l'air. »« Je m'en fiche, » dit-il, s'approchant par derrière, ses mains touchant mes épaules avec une douceur désespérée. « Je me fiche de mes parents. Je me fiche du travail. Je me fiche de tout, sauf de toi. » Je me tournais pour lui faire face, voyant la sincérité ardente dans ses yeux mais aussi une naïveté dangereuse. « Mais moi, je m'en soucie. Je ne peux pas te laisser détruire ta vie pour moi. »« Tu ne détruis rien, » protesta-t-il, « tu me sauves. Pour la première fois depuis des années, je suis vivant, je suis heureux, je suis moi-même. Et si tes parents ne te parlent plus jamais? Et si tu perds ton travail? Lyon est trop petite, Mathieu. Si ça fuite, si ça devient un scandale, tu ne pourras plus jamais travailler dans la gastronomie ici. » Il me prit dans ses bras et pendant un instant je me permis de m'appuyer contre sa poitrine, de sentir les battements rapides de son cœur contre ma joue. « Alors on ira ailleurs. Paris, Marseille, même hors de France s'il le faut. Et tout laisser derrière, tes amis, ta famille, la réputation que tu as construite pendant des années. Il le faut. » Sa réponse fut immédiate, sans hésitation. « Antoine, écoute-moi. J'ai passé 30 ans de ma vie à vivre selon les attentes des autres. J'ai été le fils parfait, le mari parfait, le professionnel parfait, et je mourais à l'intérieur. Tu m'as ramené à la vie. » Il embrassa le sommet de ma tête, ses lèvres s'attardant là comme une promesse. Je ne laisserai pas Céleste nous détruire avec la peur, mais la peur s'était déjà installée dans mon cœur comme une maladie, et cela empira encore le lendemain matin, lorsque je reçus un appel de Lucien Moreau, l'un de mes clients les plus importants, un éditeur qui me confiait des projets réguliers et bien payés. « Antoine », sa voix sonnait étrangement formelle, « il faut qu'on parle de notre projet actuel. »« Bien sûr, Lucien. Y a-t-il un problème avec les illustrations ?» Une pause trop longue. « En fait, nous avons décidé de prendre une autre direction. Nous allons utiliser un autre illustrateur. » Mon estomac chuta. Puis-je savoir pourquoi? S'il y a quelque chose dans mon travail qui n'est pas satisfaisant,
Ça n'a rien à voir avec ton travail, interrompit-il rapidement. C'est juste une décision éditoriale. Désolé, Antoine. Il raccrocha, me laissant avec la certitude écœurante que Céleste avait tenu sa menace. D'une manière ou d'une autre, elle avait atteint Lucien, peut-être par des connexions sociales, peut-être par le réseau de contacts du monde culturel de Lyon. Le deuxième appel arriva 2 heures plus tard, puis le troisième. En une journée, j'ai perdu 3 projets qui représentaient presque la moitié de mes revenus mensuels. Et je savais que ce n'était que le début. Quand Mathieu appela ce soir-là pour me dire, enthousiaste qu'il avait parlé à Céleste et qu'elle avait accepté un divorce à l'amiable, je n'ai pas eu le cœur de lui parler des projets annulés. Sa joie était si pure, si pleine d'espoir, que je n'ai pas pu empoisonner ce moment avec mes inquiétudes. Elle a été plus compréhensive que je ne l'espérais, dit-il, sa voix vibrant de soulagement. Elle a dit qu'au fond, elle savait peut-être depuis longtemps. Nous allons rencontrer un avocat demain pour commencer les démarches. C'est super, parvins-je à dire, forçant de l'enthousiasme dans ma voix. Antoine, nous sommes libres. Enfin, nous pouvons être ensemble pour de vrai. Mais je savais déjà que ça ne serait pas si simple. Céleste avait été trop stratégique, trop civilisée. Les femmes comme elle ne renonçaient pas sans se battre, surtout quand elles pensaient sauver leur mari d'eux-mêmes. Mon intuition se confirma le lendemain matin. Mathieu m'appela à 6 heures, sa voix pleine de panique et de confusion. « Antoine, il faut que tu m'aides à comprendre quelque chose. Mes parents viennent d'appeler. Ils savent. Pour nous, pour tout. » Je fermai les yeux, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Qu'ont-ils dit? Qu'ils ont honte, qu'ils n'auraient jamais pensé qu'un de leurs fils serait capable de jeter un mariage parfait pour une phase perverse. Ce sont les mots de mon père. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et je pouvais entendre des années de relation avec ses parents se briser en temps réel. Et ce n'est pas tout. Le restaurant m'a convoqué pour une réunion d'urgence ce matin. Apparemment, certains clients importants ont exprimé des inquiétudes à l'idée d'avoir un sommelier impliqué dans un scandale extra-conjugal à leur table. Céleste avait déplacé ses pièces comme une maîtresse des échecs, frappant tous les points vulnérables de la vie de Mathieu simultanément. Et le pire, c'est que je ne pouvais même pas être surpris. Elle m'avait averti exactement de ce qu'elle ferait. « Mathieu, dis-je doucement, il faut que je te dise quelque chose. » Je lui ai raconté les projets annulés, les appels étranges, comment Céleste avait commencé sa campagne de destruction systématique. À chaque mot, je pouvais sentir le poids de la réalité écraser nos rêves naissants. « Elle est en train de détruire nos vies, » murmura-t-il quand j'eus fini. « Notre réputation, notre travail, notre famille. Elle protège ce qu'elle considère comme étant à elle, corrigeai-je, de la seule manière qu'elle connaisse. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» La désespérance dans sa voix me brisa le cœur. On abandonne? On retourne à nos vies d'avant et on prétend que rien ne s'est passé? La question resta suspendue dans l'air entre nous, portant le poids de tout ce que nous étions sur le point de perdre. Je pouvais choisir de reculer, d'accepter la défaite, de retourner à ma vie solitaire, mais sûr, il pouvait retourner auprès de Céleste, implorer le pardon, essayer de reconstruire la façade d'un mariage parfait, où nous pouvions nous battre. Non, dis-je enfin, une détermination farouche naissant dans ma poitrine. On n'abandonne pas. Si Céleste veut une guerre, elle l'aura. Comment ça? Elle a du pouvoir à Lyon parce qu'elle connaît les bonnes personnes, a les bonnes connexions. Mais elle n'est pas la seule personne influente dans cette ville. Et plus important encore, elle agit par peur, peur de te perdre, peur du changement, peur de l'inconnu. Je fis une pause, mon esprit déjà en train de formuler un plan. La peur la rend prévisible, et les gens prévisibles peuvent être vaincus. Qu'est-ce que tu suggères? Qu'on arrête de se cacher, qu'on arrête de la laisser contrôler le récit, si nous devons être détruits par cet amour alors que ce soit selon nos propres termes. Cet après-midi-là, j'ai pris la décision la plus courageuse de ma vie. J'ai appelé Henri Beaumont, un journaliste culturel du Progrès, qui m'avait interviewé sur mon travail quelques mois auparavant. Il était connu pour ses articles sur la vie artistique de Lyon, et plus important encore, pour son approche bienveillante des histoires d'amour non conventionnelles. « Henri, me dis-je lorsqu'il décrocha, j'ai une histoire pour vous, une histoire d'amour, d'art, et du courage de vivre authentiquement dans une société qui a encore peur de la différence. Je t'écoute, répondit-il, et je pouvais entendre l'intérêt journalistique s'éveiller dans sa voix. Mais c'est personnel, très personnel, et ça va secouer certaines personnes puissantes de la ville. Les meilleures histoires secouent toujours, rit Henri. Quand peut-on se rencontrer? En organisant la rencontre, je savais que je misais tout sur un seul coup. Si ça tournait mal, non seulement ma carrière serait détruite,
mais celle de Mathieu aussi. Si ça fonctionnait, eh bien peut-être pourrions-nous changer non seulement nos propres vies, mais aussi la manière dont Lyon voyait des histoires comme la nôtre. Quand j'ai raconté ma décision à Mathieu, il resta silencieux un long moment. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il enfin. « Une fois l'histoire publiée, il n'y aura pas de retour en arrière. »« J'en suis sûr, » répondis-je. « J'en ai assez de vivre dans la peur, assez de laisser les autres contrôler mon bonheur. » Il sourit alors, le premier sourire sincère que j'avais vu depuis que toute cette folie avait commencé. « Alors, faisons-le ensemble. Si nous devons provoquer un scandale à Lyon, que ce soit un scandale mémorable. » Cette nuit-là, alors que nous nous préparions pour la bataille à venir, nous ignorions que Céleste avait déjà découvert nos plans, et que son prochain coup serait bien plus dévastateur que tout ce que nous avions imaginé. La réunion avec Henri Beaumont était prévue pour jeudi à 14 h, au Café du Soleil, un petit établissement à Presqu'île connu pour sa discrétion et son excellent café. Mathieu et moi sommes arrivés 15 minutes en avance, nos nerfs à fleur de peau. J'avais passé la nuit précédente à organiser mes pensées, décidant exactement quoi dire et comment le dire. Ce serait notre chance de contrôler le récit, de montrer notre histoire telle qu'elle était vraiment, pas un scandale sordide, mais une histoire d'amour authentique défiant les conventions sociales. Henri arriva ponctuellement, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants qui semblait voir au-delà des apparences. Il nous salua chaleureusement et commanda un café avant de sortir son enregistreur numérique et un carnet usé. « Alors » commença-t-il avec un sourire encourageant, « racontez-moi votre histoire. » Pendant 1 heure, nous avons parlé de notre amitié, de la manière dont elle avait évolué vers quelque chose de plus profond, des luttes internes de Mathieu pour accepter ses sentiments. Henri posait des questions intelligentes, sans jugement, se concentrant sur les aspects humains universels de notre expérience. « Et l'épouse de Mathieu ?» demanda-t-il à un moment. « Comment a-t-elle réagi en apprenant la vérité ?» Mathieu et moi échangeâmes un regard. Nous décidâmes d'être honnêtes sur la résistance de Céleste, sans entrer dans les détails de ses menaces et sabotages. « Elle a du mal à accepter, » dit Mathieu diplomatiquement, ce qui est compréhensible. Personne n'aime voir un mariage se terminer. Henri hocha la tête, prenant des notes. « Et vos familles, comment ont-elles réagi ?»« Mes parents sont déçus, » admit Mathieu, sa voix chargée de douleur. « Ils ont une vision très traditionnelle du mariage et des relations. J'espère qu'avec le temps, ils comprendront. » Quand l'interview se termina, Henri nous remercia et dit que l'article paraîtrait le dimanche suivant. « Je vais me concentrer sur l'aspect humain de l'histoire, » promit-il. « Sur l'amour, le courage, l'authenticité. Je pense que les lecteurs vont s'y connecter. » Nous quittâmes le café avec un sentiment d'espoir pour la première fois depuis des semaines. Peut-être pourrions-nous vraiment changer le récit, faire comprendre aux gens que notre amour était quelque chose de beau, pas de honteux. Cet espoir dura exactement 48 heures. Le vendredi matin, je fus réveillé par mon téléphone qui sonnait avec insistance. C'était Henri, et sa voix semblait tendue et inquiète. « Antoine, il faut que je te voie immédiatement. Quelque chose s'est passé. »« Quoi donc ? Je ne peux pas en parler au téléphone. Retrouve-moi au même café dans 1 heure et amène Mathieu. » Le ton urgent de sa voix me remplit d'effroi. J'appelai Mathieu qui était tout aussi confus et inquiet. Nous arrivâmes au café pour trouver Henri avec une expression sombre, une pile de photographies sur la table devant lui. « Asseyez-vous, » dit-il sans préambule. « Vous devez voir ça avant que quelqu'un d'autre ne le voie. » Le cœur dans la gorge, je regardais les photos qu'il poussa vers nous. Elles étaient toutes de Mathieu et moi, au parc cette nuit magique où nous nous sommes embrassés pour la première fois, quittant ensemble mon appartement à plusieurs reprises, enlacés à une table de café. Des photos intimes, prises de loin avec un objectif puissant, mais assez net pour ne laisser aucun doute sur la nature de notre relation. « Où as-tu eu ça ?» demanda Mathieu, sa voix à peine audible. « Quelqu'un les a livrés au journal ce matin, avec une lettre anonyme détaillant votre comportement immoral et suggérant qu'il serait irresponsable de notre part de publier un article romantique sur vous sans montrer toute la vérité. » Mon esprit fonctionnait à toute vitesse. Céleste. Probablement, acquiesça Henri, mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Les photos sont réelles, elles n'ont pas été manipulées. Et techniquement, il n'y a rien d'illégal. Elles ont été prises dans des espaces publics. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Demandai-je, craignant déjà la réponse. Henri soupira profondément. Ça signifie que mon rédacteur en chef annule l'article. Il ne veut pas s'impliquer dans une guerre conjugale, surtout une qui pourrait avoir des implications légales. Le monde autour de moi sembla s'effondrer.
Notre seule chance de contrôler le récit avait été détruite avant même de commencer. Et pire encore, il y avait maintenant des preuves photographiques de notre relation qui circulaient, prêtes à être utilisées contre nous. Il y a plus, continua Henri, son expression devenant encore plus grave. J'ai appris par des sources au restaurant où travaille Mathieu que des copies de ces photos y sont aussi arrivées. La direction convoque une réunion d'urgence pour lundi. Mathieu enfouit sa tête dans ses mains. Elle nous détruit systématiquement. Et ce n'est pas fini, dit Henri doucement. J'ai reçu un appel d'un collègue au Figaro. Il semble que quelqu'un ait proposé une histoire exclusive sur le scandale extra-conjugal qui secoue la scène gastronomique de Lyon. Ils sont intéressés. Le sang se glaça dans mes veines. Si l'histoire fuitait dans la presse nationale sous cet angle, il n'y aurait pas de retour en arrière. Nous ne serions pas connus comme un couple courageux luttant pour l'amour, mais comme les protagonistes d'un scandale sordide. « Combien de temps avons-nous » demandai-je. « Quelques jours, peut-être une semaine au maximum. » Nous quittâmes le café en état de choc. Nous marchâmes dans les rues de Lyon en silence, le poids de la défaite courbant nos épaules. Toutes nos tentatives de lutte avaient été anticipées et neutralisées par Céleste. Elle nous avait surpassés à chaque coup. « Peut-être devrions-nous abandonner ?» dit Mathieu lorsque nous nous arrêtâmes enfin sur un banc à la place Bellecour. « Retourner à nos vies d'avant, tant qu'il est encore temps. » Je le regardais, l'homme que j'aimais, qui avait trouvé le courage d'assumer ses vrais sentiments après des années de déni, et vit la défaite gravée sur chaque trait de son visage. C'était comme regarder une bougie s'éteindre lentement. « C'est ce que tu veux ?» demandai-je. Retourner auprès de Céleste, prétendre que rien ne s'est passé entre nous? Je ne sais plus ce que je veux, admit-il, sa voix se brisant. Je sais juste que je ne supporte pas de te voir détruit à cause de moi. Je ne supporte pas de savoir que ta carrière, ta réputation, tout est ruiné parce que tu es tombé amoureux de moi. Et je ne supporte pas l'idée que tu te sacrifies par peur de ce que les autres pourraient en penser, répondis-je, me tournant pour lui faire face complètement. Mathieu, tu te souviens de ce que tu as écrit dans ces poèmes, à propos de retrouver des morceaux de toi-même que tu ne savais même pas avoir perdus? Il hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux bleus. Tu vas tout jeter par-dessus bord? Retourner à l'homme qui mourait à l'intérieur juste pour sauver les apparences? Ce n'est pas une question d'apparence, protesta-t-il. C'est une question de survie. Céleste a gagné, Antoine. Elle a plus de pouvoir, plus de connexions, plus de ressources. Nous ne pouvons pas la vaincre. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose que ma grand-mère disait souvent. Parfois, la seule façon de gagner un jeu injuste est d'arrêter de jouer selon les règles de l'adversaire. Tu as raison, dis-je lentement, une idée commençant à se former dans mon esprit. Nous ne pouvons pas la vaincre, pas à sa manière. Alors nous changeons le jeu. J'ai passé le week-end à élaborer un plan à la fois désespéré et brillant. Si Céleste voulait utiliser notre histoire comme un scandale, je ferais l'opposé. Je transformerais notre amour en art. Le lundi matin, j'appelais Margot Rousseau, conservatrice de la galerie contemporaine dans le quartier de Confluence. C'était une femme d'une 50aine d'années, connue pour son courage à exposer des œuvres provocantes et pour sa position ferme en faveur des droits LGBTQ+. « Margot, dis-je lorsqu'elle décrocha, j'ai une proposition pour vous. Une exposition qui va faire parler tout Lyon. »« Je t'écoute. Une série d'illustrations sur l'amour interdit, sur le courage de vivre authentiquement dans une société qui punit la différence. Des œuvres basées sur une expérience personnelle réelle. » Il y eut une pause. « À quel point personnel ? » Complètement personnel. Ma propre histoire, mes propres sentiments, tout exposé à travers l'art. « Et quand voudrais-tu faire ça ?»« Ce week-end. Une vernissage samedi soir. C'est un calendrier très serré, Antoine. » « Margot, l'interrompis-je. Parfois, l'art doit être urgent. Il doit répondre au moment présent. Et c'est notre moment. » Elle accepta, intriguée par l'intensité de ma voix. Je passais la semaine à travailler comme jamais auparavant, créant 15 illustrations qui racontaient notre histoire depuis notre première rencontre jusqu'au moment présent. Chaque dessin était chargé d'émotions brutes, de vérités douloureuses, d'amour qui transcendait les conventions sociales. Mathieu résista d'abord à l'idée. « Tu t'exposes trop », protesta-t-il. « Tu transformes notre vie privée en spectacle public. Je transforme notre vie privée en art, corrigeai-je. Je montre que des histoires comme la nôtre méritent d'être racontées avec dignité, pas cachées avec honte. » À la fin, il ne se contenta pas d'accepter. Il décida de contribuer. Il sélectionna certains de ses poèmes les plus intimes pour être exposés aux côtés des illustrations, créant un dialogue entre mots et images qui capturait l'essence de notre voyage. La vernissage fut fixée à samedi à 19h. Margot fit la promotion à travers ses canaux habituels,
mais prit aussi la décision courageuse d'envoyer des invitations spécifiques à des journalistes culturels de Lyon et même à certains de Paris. Le vendredi soir, alors que nous faisions les derniers ajustements à l'exposition, Mathieu me trouva devant l'illustration centrale, un dessin de nous deux au parc cette nuit magique, nos visages se rapprochant pour le premier baiser, avec la ville de Lyon déployée comme un manteau doré en arrière-plan. « Je n'ai plus peur », dit-il doucement, entrelaçant ses doigts avec les miens. « Quoi qu'il arrive demain, ça en valait la peine. Tu en valais la peine. » Je l'embrassai là, au milieu de la galerie entourée de notre histoire illustrée, sachant que dans 24 heures, tout Lyon saurait exactement qui nous étions et ce que nous représentions l'un pour l'autre. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vos likes font toute la différence pour moi. Nous ignorions que Céleste avait découvert l'exposition. Nous ignorions qu'elle avait passé la semaine à préparer sa propre surprise pour le samedi soir. Et nous ignorions absolument que notre véritable bataille ne faisait que commencer. Le samedi de la vernissage se leva sous un ciel gris typique de l'automne lyonnais. Mais mon cœur était empli d'une détermination dorée que même les nuages les plus sombres ne pouvaient éteindre. Mathieu et moi arrivâmes à la galerie à 17 heures pour les derniers préparatifs, trouvant Margot supervisant l'installation des dernières œuvres. « Vous êtes prêts pour ça ?» demanda-t-elle, nous observant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude maternelle. « Plus que jamais », répondis-je, serrant la main de Mathieu. Les premiers invités commencèrent à arriver à 19 heures précises. Je reconnus quelques visages, des artistes locaux, des journalistes culturels, des collectionneurs qui fréquentaient les vernissages de Lyon. Mais il y avait aussi des gens que je n'avais jamais vus, attirés peut-être par la curiosité pour une exposition qui promettait d'être différente de tout ce qu'on avait vu dans la ville. Henri Beaumont apparut avec son appareil photo, m'offrant un sourire encourageant. « Vous avez changé de stratégie mais pas de courage », commenta-t-il. « J'aime ça. » Au fil de la soirée, j'observais les réactions des gens à mes illustrations et aux poèmes de Mathieu. Certains étaient visiblement mal à l'aise, d'autres visiblement émus. Une dame âgée s'arrêta devant le dessin de nous deux marchant dans les traboules du vieux lion et murmura à sa compagne « C'est ainsi que l'amour devrait être, sans se cacher. » Vers 20h30, alors que la galerie était pleine et que le bourdonnement des conversations créait une atmosphère presque festive, la porte s'ouvrit et Céleste entra. Elle était impeccable comme toujours, une robe noire élégante, les cheveux parfaitement coiffés, un maquillage sans faille. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux bruns, une intensité qui me fit frissonner. Derrière elle, à ma grande surprise, venaient les parents de Mathieu. Le silence se répandit dans la galerie comme des ondes sur un lac. Mathieu se figea à mes côtés, son visage pâlissant dramatiquement en voyant sa famille. « Bonsoir à tous », dit Céleste, sa voix claire et polie tranchant le silence. « Désolé d'interrompre cette célébration, mais je crois que les invités méritent de connaître toute la vérité sur l'histoire qu'ils admirent. » Margot s'avança immédiatement. « Madame Laurent, ceci est une exposition privée. Si vous avez quelque chose à dire... »« Oh, mais j'ai des choses à dire », interrompit Céleste avec un sourire glacé. « J'ai beaucoup à dire sur l'homme qui a détruit mon mariage et sur le lâche qui a abandonné sa famille pour une fantaisie. » Je sentis Mathieu trembler à mes côtés. Ses parents se tenaient derrière Céleste comme des soldats, leur visage reflétant un mélange de honte et d'indignation qui coupait plus profondément que n'importe quel mot. « Céleste, » commença Mathieu, sa voix à peine audible. « Non, » dit-elle fermement. « Tu as eu ta chance de parler. Maintenant, c'est mon tour. » Elle se tourna vers la foule rassemblée, qui observait la scène comme un drame théâtral. « Vous êtes ici à admirer une histoire d'amour, mais laissez-moi vous raconter la version complète. Cet homme, » elle pointa Mathieu, « a promis de m'aimer dans la santé et la maladie, dans la joie et la tristesse. Nous avons construit une vie ensemble, fait des projets, j'ai sacrifié ma carrière musicale pour le soutenir. » Sa voix commença à trembler légèrement, révélant pour la première fois la femme blessée derrière le masque de contrôle. Et puis, il a décidé que tout cela ne valait rien parce qu'il a découvert une nouvelle inclination. « Ce n'est pas juste, » parvins-je à dire, trouvant ma voix. « Les gens changent, grandissent, découvrent des choses sur eux-mêmes. » Grandissent ? Céleste rit amèrement. Ou décident simplement que la responsabilité est trop dure, qu'il est plus facile de fuir vers une fantaisie romantique que de travailler sur un mariage réel. Ces mots résonnèrent dans la galerie, et je pouvais voir certains invités hocher la tête en signe d'accord. Le récit qu'elle construisait était puissant. L'épouse abandonnée, trahie par un mari en crise de la quarantaine. C'est alors que quelque chose que nous n'avions pas prévu se produisit. Une voix s'éleva du fond de la galerie, claire et ferme. «
Je connais cette histoire. Tous se tournèrent pour voir qui avait parlé. C'était un homme d'une 60aine d'années, élégamment vêtu avec des cheveux gris et une expression bienveillante. Je ne le reconnus pas, mais Margot visiblement oui. « Professeur Durand ?» dit-elle surprise. « Je ne savais pas que vous viendriez ce soir. »« Jean-Claude Durand ?» se présenta-t-il à la foule. « Professeur retraité de littérature française à l'université de Lyon. Et je connais cette histoire parce que je l'ai vécue. » Le silence dans la galerie devint absolu. Même Céleste sembla momentanément désarçonnée. « Il y a 40 ans, continua le professeur Durand marchant lentement parmi les œuvres exposées, j'étais marié à une femme merveilleuse. Nous avions 2 enfants, une belle maison, une vie qui semblait parfaite de l'extérieur. Mais à l'intérieur, je mourais, parce que je savais au fond de mon cœur que je vivais un mensonge. » Il s'arrêta devant l'illustration centrale, celle de notre premier baiser. Il m'a fallu 15 ans pour trouver le courage d'être honnête avec moi-même. 15 ans pendant lesquels j'ai blessé ma femme tous les jours en ne pouvant pas l'aimer comme elle le méritait. Et quand j'ai enfin été honnête, vous avez tout perdu, termina Céleste triomphalement. Non, le professeur Durand sourit doucement. J'ai tout trouvé. Mon ex-femme a trouvé quelqu'un qui l'aime vraiment. Mes enfants, après une période difficile d'adaptation, ont gagné un père authentique et heureux. Et moi, j'ai trouvé Pierre. Il fit un signe à un homme élégant du même âge qui se tenait près de l'entrée, qui répondit par un sourire chaleureux. 40 ans ensemble, continua le professeur Durand, et pas un jour ne passe sans que je remercie d'avoir trouvé le courage d'être honnête, pas seulement avec moi-même, mais avec tous ceux qui m'entourent. L'atmosphère dans la galerie avait complètement changé. Les gens écoutaient avec attention, certains visiblement émus par la sincérité simple du professeur. « Madame Laurent », s'adressa-t-il directement à Céleste, « je comprends votre douleur. Mon ex-femme s'est aussi sentie trahie, abandonnée, trompée, et elle avait raison. Mais avec le temps, elle a réalisé qu'elle n'avait pas été trahie par l'amour. Elle avait été libérée d'un mensonge. » Céleste semblait avoir complètement perdu le contrôle de la situation. Ses mots soigneusement préparés avaient été neutralisés par l'histoire simple et puissante du professeur. « Et vous deux ?» Il se tourna vers moi et Mathieu. « Vous avez du courage. Le courage d'affronter la vérité sur vous-même et de la partager avec le monde à travers l'art. C'est admirable, pas honteux. » C'est alors que quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Le père de Mathieu, qui était resté silencieux jusqu'alors, fit un pas en avant. « Mathieu, dit-il d'une voix lourde d'émotion, tu es mon fils. Et si c'est vraiment qui tu es, alors... » La voix de l'homme plus âgé se brisa. Je pouvais voir des décennies d'attentes rigides et de traditions conservatrices lutter contre l'amour inconditionnel d'un père pour son fils. Alors je préfère avoir un fils honnête et heureux qu'un fils malheureux et faux, termina-t-il enfin. Mathieu commença à pleurer, des larmes de soulagement et de gratitude coulant librement sur son visage. Sa mère, qui était restée rigide aux côtés de son mari, vacilla un instant avant de courir pour embrasser son fils. « Pardonne-nous » murmura-t-elle contre la poitrine de Mathieu. « Pardonne-nous de ne pas avoir compris immédiatement. » Céleste observait la réconciliation familiale avec une expression de désespoir croissant. Sa dernière carte avait été jouée et s'était retournée contre elle. Sans le soutien des parents de Mathieu, sans l'indignation morale de la société qu'elle espérait mobiliser, elle était seule dans sa croisade. « Ça ne change rien, dit-elle enfin, mais sa voix avait perdu toute sa force précédente, il a quand même détruit notre mariage. »« Non ?» dit Mathieu doucement, se dégageant de l'étreinte de ses parents pour lui faire face. « Nous avons détruit notre mariage. Moi, en y entrant, en sachant, au fond, que quelque chose n'allait pas. Toi, en essayant de me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. Tous les deux en prétendant que l'amour basé sur les apparences pourrait nous rendre heureux. « Mais je t'aime, » murmura-t-elle. Et pour la première fois ce soir-là, je vis la femme vulnérable derrière toute la colère et le contrôle. « Je sais, » répondit Mathieu avec une douceur qui me fit l'aimer encore plus. « Et je t'aime aussi, mais pas de la manière dont tu as besoin d'être aimé. Et tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, sans réserve, sans fantasme sur d'autres personnes. » Céleste resta silencieuse un long moment, absorbant ses mots. Quand elle parla à nouveau, sa voix était différente, plus douce, plus triste, mais aussi plus authentique. « Je l'ai toujours su, » admit-elle enfin. « Au fond, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose. Je ne voulais simplement pas l'accepter parce que ça signifiait te perdre. »« Tu ne me perds pas, » dit Mathieu. « Tu me libères. Et tu te libères aussi. » Elle hocha lentement la tête, des larmes apparaissant enfin dans ses yeux. Sans un mot de plus, elle se retourna et quitta la galerie,
sa dignité intacte, même dans la défaite. Le reste de la soirée passa comme un rêve doré. Les invités s'approchèrent de nous avec des mots de soutien et d'encouragement. Henri prit des photos de la réconciliation avec les parents de Mathieu, promettant une histoire complètement différente de celle que Céleste avait tenté de faire publier. Le professeur Durand s'approcha de moi alors que la foule commençait à se disperser. « Tes illustrations sont puissantes, » dit-il. « Elles capturent non seulement votre histoire personnelle, mais quelque chose d'universel sur le courage de vivre authentiquement. »« Merci, » répondis-je. « Votre intervention ce soir, ça a tout changé. Parfois, il suffit d'une voix pour briser le silence, » sourit-il. « Une histoire pour donner du contexte à une autre. Pierre et moi sommes très fiers de voir des jeunes comme vous trouver du courage plutôt que nous. » Quand la galerie se vida enfin, Mathieu et moi restâmes seuls parmi les œuvres qui racontaient notre histoire. Margot était partie dîner avec quelques collectionneurs intéressés, promettant de discuter des ventes et d'éventuelles expositions futures. « Alors, » dit Mathieu, me prenant dans ses bras au milieu des illustrations de notre amour, « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Maintenant, on vit, » répondis-je simplement. « On vit notre histoire. On ne se contente pas de la raconter. Nous nous sommes embrassés là, entourés d'art né de la douleur, mais transformé en célébration. Par la fenêtre de la galerie, je pouvais voir Lyon s'étendant jusqu'à l'horizon, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles terrestres. 3 mois plus tard, Mathieu et moi emménageâmes dans un appartement plus grand à la Croix-Rousse, avec assez d'espace pour un atelier élargi et une cave appropriée pour sa collection de vins. Il trouva un emploi de consultant indépendant en vin, libéré des pressions et des politiques du restaurant. Non seulement je récupérais les clients perdus, mais j'attirais de nouveaux intéressés par l'art de l'authenticité, comme l'a décrit un critique. Céleste s'installa à Marseille, où elle reprit sa carrière musicale et, d'après ce que nous apprîmes par des amis communs, trouva une nouvelle relation avec un violoncelliste de l'orchestre local. Finalement, elle et Mathieu parvinrent à avoir des conversations civilisées sur le divorce et sur la manière d'aller de l'avant. Les parents de Mathieu devinrent des visiteurs réguliers, sa mère apportant toujours des plats faits maison, et son père développant progressivement un intérêt sincère pour mon travail artistique. La réconciliation ne fut pas immédiate ni parfaite, mais elle était réelle et grandissait avec le temps. Le professeur Durand et Pierre devinrent des amis proches, des mentors officieux qui nous aidèrent à naviguer les défis de vivre ouvertement, en tant que couple gay, dans une ville encore en train d'apprendre à embrasser la diversité. Un après-midi de printemps, presque 1 an après notre première exposition, je travaillais dans notre nouvel atelier à la Croix-Rousse, les fenêtres ouvertes laissant entrer la brise douce et l'odeur des fleurs des cerisiers en contrebas. Mathieu était à côté, occupé à organiser une nouvelle sélection de vins pour une dégustation privée qu'il préparait pour un client. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux légers, projetant des motifs d'encens sur les murs couverts de mes esquisses et de ses carnets de poésie. Je posai mon pinceau et me tournai vers lui, observant la manière dont il manipulait les bouteilles avec soin. Son front légèrement plissé par la concentration. Il y avait une paix en lui maintenant, une assurance tranquille qui n'existait pas 1 an plus tôt, lorsqu'il était encore déchiré entre qui il était et qui il pensait devoir être. « À quoi penses-tu » demanda-t-il sans lever les yeux, un sourire jouant sur ses lèvres comme s'il pouvait sentir mon regard. « À tout ce qu'on a traversé, » répondis-je honnêtement, « et à la chance qu'on a d'être ici, ensemble, après tout ça. » Il posa la bouteille qu'il tenait et s'approcha, s'appuyant contre le bord de mon bureau. Ses yeux bleus, toujours aussi captivants, cherchèrent les miens. « Tu as des regrets ?» Je secouai la tête. « Pas un seul, pas même les moments les plus durs. Ils nous ont conduits ici. » Il se pencha pour m'embrasser, un baiser doux mais chargé de la familiarité confortable d'un amour qui avait été testé et renforcé par le feu. « Moi non plus », murmura-t-il contre mes lèvres. Ce soir-là, nous organisâmes un dîner dans notre appartement, une petite célébration avec des amis proches, le professeur Durand et Pierre, Margot, Henri Beaumont, et même la mère de Mathieu, qui avait insisté pour apporter son gratin dauphinois légendaire. La table était encombrée de plats faits maison, de bouteilles de vin soigneusement choisies par Mathieu, et de rires qui résonnaient comme une musique dans l'espace chaleureux. Pendant le dîner, Pierre leva son verre pour porter un toast. « À Antoine et Mathieu, dit-il, sa voix chaude et sincère, pour avoir transformé la douleur en art, la peur en courage, et l'amour en quelque chose qui inspire tous ceux qui les rencontrent. » Les verres s'entrechoquèrent, et je sentis la main de Mathieu serrer la mienne sous la table, un rappel silencieux que nous avions construit quelque chose de réel, quelque chose de durable. Plus tard, alors que les invités étaient repartis,
et que nous nettoyions la cuisine ensemble, Mathieu s'arrêta soudainement, un torchon à la main, et me regarda avec une expression sérieuse. « Antoine, commença-t-il, il y a quelque chose que je veux te demander. » Mon cœur fit un petit bond, anticipant quelque chose de significatif. « Quoi donc ?» Il posa le torchon et sortit une petite boîte de sa poche. Mon souffle se coupa lorsque je vis ce qu'il tenait. Une boîte en velours noir, du genre qui ne pouvait contenir qu'une seule chose. « Je sais que nous avons déjà traversé tant de choses, » dit-il, sa voix tremblante d'émotion. « Et je sais que le mariage n'a pas toujours été une belle idée pour nous, vu mon passé. Mais je veux passer le reste de ma vie avec toi, pas seulement comme ton partenaire, mais comme ton mari. » Il ouvrit la boîte révélant 2 anneaux simples en argent, gravés de motifs subtils qui rappelaient en les vignes et les pinceaux. Un hommage à nos passions communes. « Antoine Dubois, veux-tu m'épouser ?» Les larmes me montèrent aux yeux et pendant un instant je fus incapable de parler. Tout ce que je pouvais faire était hocher la tête, me jetant dans ses bras tandis qu'il riait et m'embrassait, la boîte toujours ouverte entre nous. « Oui, » murmurai-je enfin. « 1000 fois oui. » Nous passâmes le reste de la nuit à planifier. Pas seulement un mariage, mais une vie. Nous parlâmes de voyager ensemble, peut-être en Toscane pour combiner son amour du vin et le mien de l'art. Nous imaginâmes des expositions futures, des dégustations de vin dans des galeries, des soirées où nos mondes se mêleraient encore et encore. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Lyon, je me réveillais avec Mathieu à mes côtés, son bras enroulé autour de ma taille. Pour la première fois, je ne ressentais aucune peur, aucun doute, seulement la certitude que, quoi qu'il arrive, nous ferions face à l'avenir ensemble. Quelques semaines plus tard, nous annonçâmes nos fiançailles lors d'une petite réunion à la galerie de Margot. Cette fois, il n'y eut pas de drame, pas de confrontation, juste des amis, de la famille, et un amour qui avait surmonté toutes les épreuves. Céleste, apprenant la nouvelle par des amis communs, envoya une lettre à Mathieu. Elle était brève mais sincère, lui souhaitant du bonheur et s'excusant pour la douleur qu'elle avait causée. « J'espère que vous trouverez la paix que je commence tout juste à découvrir », écrivait-elle. Mathieu me montra la lettre, et nous décidâmes ensemble de ne pas répondre, pas par rancune, mais parce que nous étions prêts à laisser le passé derrière nous. Notre mariage eut lieu l'automne suivant, dans un petit domaine viticole à Beaujolais, entouré de vignes dorées par la saison. Ce fut une cérémonie intime, avec seulement nos proches et les amis qui nous avaient soutenus tout au long de notre parcours. Le professeur Durand officia, lisant d'un poème qu'il avait écrit pour nous, tandis que Pierre jouait une mélodie douce au piano. Lorsque nous échangeâmes nos vœux, je regardai dans les yeux de Mathieu et vis non seulement l'homme que j'aimais, mais l'avenir que nous construirions ensemble. « Je te choisis », dis-je, ma voix ferme malgré les larmes. « Dans chaque vie, dans chaque moment, dans chaque défi, je te choisis. » Il répondit avec un sourire qui illuminait tout, même sous le ciel nuageux. « Et je te choisis, Antoine, pour toujours. » Alors que nous dansions notre première danse sous un dais de lumière scintillante, entouré par le parfum des vignes et le rire de nos proches, je réalisai que Lyon, la ville qui avait été à la fois notre champ de bataille et notre refuge, nous avait finalement acceptés tels que nous étions. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire pour plus de récits d'amour et de courage. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire d'Antoine et Mathieu, et donnez-lui une note de 0 à 10. Merci d'avoir suivi leur voyage avec moi. Fin.